L'invasion de l'Ukraine par la Russie en est à plus de 1000 jours. Est-ce que les Russes s'enfoncent dans cette guerre? Est-ce que la réplique ukrainienne est toujours aussi solide, aussi forte? Est-ce qu'une paix négociée est la seule solution? Et quelles seront les conséquences pour l'Ukraine de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche? Alors que des pannes de courant majeures frappent le pays, nous avons posé ces questions à la journaliste et universitaire Tetiana Ogarkova. Bonjour, Madame Ogarkova. Bonjour. Alors, les Russes ont fait des gains importants quand même récemment. Oui, malheureusement, la situation est très défavorable actuellement aux troupes russes. Nous venons de rentrer de nos lignes de front au sud de l'Ukraine et nous devons constater que depuis les dernières semaines, les troupes russes continuent à avancer en rongeant tous les jours de territoire, des villages en village, des villes, et ils approchent des villes moyennes telles que la ville de Kurakhove. Il y a la majorité de combats autour de cette ville et la ville de Pokrovsk, toutes les deux dans la région de Donetsk. Pour l'instant, la situation est la plus défavorable aux troupes ukrainiennes depuis le jour 1 en fait, de la grande invasion russe en février 2022. Bon, alors dans ce contexte, quel est le moral de la population ukrainienne? Est-ce que les gens gardent espoir? Oui, l'espoir est toujours là, même s'il y a une certaine fatigue face à la situation de la guerre qui s'enlise. Il y a aussi des coupures d'électricité qui ne sont pas tellement fréquentes que dans la saison de 2022-2023, mais ça pèse assez lourdement. Les températures sont basses actuellement en Ukraine. Et bien sûr, il y a une inquiétude pour l'année qui suit, pour l'année 2025, étant donné que la présidence à la Maison-Blanche va se changer. Il y a beaucoup de débats, de discussions et d'inquiétudes, notamment par rapport aux mois qui nous attendent durant l'année suivante. Oui, on y reviendra, si vous voulez bien, à cette arrivée de M. Trump à la Maison-Blanche. Pour l'instant, dites-moi, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une escalade dans cette guerre avec l'arrivée ou l'implication de la Corée du Nord, par exemple, avec les menaces de plus en plus précises de Vladimir Poutine? Est-ce que de recourir aux missiles nucléaires, est-ce que vous avez l'impression donc qu'il y a une escalade? Oui et non, parce que on voit que cette guerre, elle commence à prendre un caractère sinon, c'est pas mondial, mais en tout cas régional, parce que la Russie n'avait pas perdu de temps durant le conflit, que le temps qu'on attendait des armements depuis nos partenaires occidentaux. La Russie avait bien fait des alliances avec l'Iran, donc les Shahed, ces drones iraniens, donc du type iranien, ils arrivent à nous embêter toutes les nuits, sans exception. Cette nuit, par exemple, il y avait 188 Shahed lancés par l'armée russe sur notre territoire. C'est un nombre record d'ailleurs de ce type de drone. Ensuite, il y a Corée du Nord, il y a des missiles de la provenance nord-coréenne qui ont déjà frappé des objectifs civils. D'ailleurs, ici à la capitale où je me trouve, il y a aussi les soldats nord-coréens qui sont déployés dans la région de Kursk, qui est actuellement contrôlé par l'armée ukrainienne après cette incursion du mois d'août. Donc oui, on peut parler véritablement de cet axe du mal de tous les régimes autoritaires, voire totalitaires, Corée du Nord, Iran, Russie, se renforcent et donc ils jettent le défi. Évidemment, pas uniquement à l'Ukraine, mais à tout le monde démocratique, c'est-à-dire à l'Union européenne, mais tout aussi bien outre-Atlantique, aux États-Unis, au Canada. Donc, c'est-à-dire que c'est un défi lancé par des régimes autoritaires qui considèrent la force comme moyen de procéder. Mm-hmm. Est-ce que vous avez l'impression que la négociation sera la seule issue, sachant qu'il peut y avoir des sacrifices à faire pour l'Ukraine? Est-ce que vous pensez que c'est ce que les gens pensent actuellement? Il y a bien sûr les débats à ce sujet, mais malheureusement notre expérience nous dit que les négociations avec la Russie, ça ne mène nulle part. Nous avons négocié pendant 8 ans, depuis 2014 jusqu'à 2022, négocié dans le format de Minsk, les accords de Minsk, dans le format Normandie, en essayant de trouver une issue diplomatique à cette première vague d'agression russe. C'est le moment où la Russie a déjà volé la Crimée à l'Ukraine. Elle avait commencé les combats dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, et donc ces négociations qui ont duré beaucoup d'années, 8 ans, donc ils ont abouti à une agression encore plus forte, celle de la grande
l'invasion de 2022. Et donc, bien sûr, l'angoisse des Ukrainiens quand on nous parle des négociations, c'est que la Russie va certainement utiliser toute espèce de pause, toute espèce de cessez-le-feu, ce forme de négociation pour se renforcer, qu'il a déjà fait avec Corée du Nord, avec Iran, avec Chine aussi derrière, parce qu'il y a des composantes de plusieurs outils de guerre, tels par exemple le drone, de la provenance chinoise, malheureusement. Donc la Russie, elle n'a pas changé surtout d'objectif. L'objectif était très clair. Et il était très clairement annoncé par Vladimir Poutine en février 2022 que l'Ukraine devrait cesser d'exister comme État indépendant. Donc leur but est très clair. Ils n'ont pas du tout renoncé à cet objectif-là. Donc quand on nous parle de négociation, cette inquiétude est toujours présente. Il faut que ça soit fait de bonne foi, là. C'est ce que vous dites, si je comprends bien. Alors, on le sait, l'aide internationale est essentielle à l'Ukraine dans cette guerre-là, surtout l'aide américaine. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les États-Unis pourraient laisser tomber l'Ukraine? Malheureusement, c'est toujours possible puisque pour l'instant, on ne connaît pas trop la position de Donald Trump concernant la guerre russe contre l'Ukraine. Nous voyons que Joe Biden, le président sortant, durant les deux derniers mois de sa présidence, essaie de faire tout le possible de prendre toutes les mesures qu'il a hésité assez longuement de prendre durant sa présidence, notamment enfant cette autorisation qui était accordée à l'Ukraine que de frapper le territoire russe avec des missiles de longue portée, tels de missiles de type ATACMS. Ça c'est une décision importante pour l'Ukraine. Elle arrive, vaut mieux tard que jamais, elle arrive aujourd'hui. Après, pour Donald Trump, plusieurs thèses ont été énoncées, notamment la thèse de vouloir terminer cette guerre en 24 heures. On constate que malheureusement, ce n'est pas possible de terminer cette guerre en 24 heures, tout simplement parce que la Russie ne veut pas terminer cette guerre du tout. Et donc, il y a ce fond d'inquiétude qui est là. Et pour l'instant, on observe avec beaucoup d'attention des gens de qui Donald Trump s'entoure. Il y a beaucoup d'avis très différents sur quelle position elle va prendre, mais l'essentiel, c'est qu'on essaie de faire comprendre au président Donald Trump, qui sera bientôt président en janvier 2025, que c'est dans l'intérêt des États-Unis que de faire la Russie perdre cette guerre. Parce que si on permet à des États qui agressent leurs voisins de faire ce qu'ils veulent, ça va créer le désordre à l'échelle mondiale. Parce que si on renonce à nos principes sur lesquels repose le monde démocratique, c'est-à-dire les principes de frontières, les principes de non-violence, ça va ouvrir la grande voie aux autres régimes qui vont faire pareil. Madame Ogarkova, merci pour ces précisions aujourd'hui. Merci.